posé. Maman, oh, viens voir, ça me dépasse, oh. Le pays, oh, papa, de la pâte, oh. On vit des webisans tous les jours, ça me pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous, mais oh non, la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer. Beaucoup de projets, oh, qui aujourd'hui ont foiré. Chers téléspectateurs de JMTV+, vous êtes toujours sur votre média. Nous recevons aujourd'hui Maître Lydienne Yen Eyoum, ancienne prisonnière au Cameroun, dans son pays qu'elle a défendu, pour qui elle a recouvert pas mal d'argent, on va appeler le chien par son nom, et elle s'est retrouvée derrière les barreaux. Nous essayons de comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi elle s'est retrouvée en Kontengui, la prison centrale de Yaoundé. Maître Lydienne Eyoum, vous disiez que vous avez donc, il y a eu un rapport qui a mentionné qu'il n'y avait pas eu malversation financière après instruction du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Qu'est-ce qui s'est donc passé après lecture de ce rapport-là? Le matraquage médiatique a continué. Mais moi, je ne m'inquiétais pas parce que à chaque étape, je rendais compte non seulement à mon client, mais quand j'ai compris que la présidence, le ministère de la Justice, le Premier ministère, qu'il y avait des interactions entre tout ce monde-là, toutes les correspondances que j'adressais, je les mettais en copie à la présidence de la République, en copie à la tête, en copie. Et finalement, il paraît que j'agaçais. Oh oui. J'ai entendu parfois des gens dire, mais pour qui elle se prend? Mais qui la protège? Parce que ça aussi, quand on a une femme au Cameroun, on doit être protégé par un homme. On ne peut pas faire des choses par soi-même. Et je crois que ils ont trouvé un protecteur, entre guillemets, qui pouvait bien convenir à l'histoire, à la belle histoire du complot pour détourner de l'argent entre monsieur le ministre de l'économie et des finances qui arrive en 2004, qui est nommé monsieur le ministre Polycarpe Ababa, ancien directeur des impôts, est nommé ministre des finances en 2004, effectivement, pratiquement vers la fin 2004, alors que la saisie de 2 milliards est pratiquée, que le juge de la contestation dont je vous parlais tout à l'heure a même été saisi et a confirmé que les 2 milliards étaient dus. Alors là, et qui a cette décision qui doit être exécutée, parce que la procédure de saisie-attribution a ceci de particulier que le GEX a le pouvoir d'ordonner l'exécution immédiate de sa décision. Et que, logiquement, il peut décider qu'il n'y ait pas appel. Ce sont les textes qui le disent. C'est-à-dire que, pas qu'il n'y a pas appel, le texte dit, je ne l'ai pas sous les yeux, le texte dit qu'il peut ordonner l'exécution d'une décision, nonobstant, ça c'est le terme que les juristes, nonobstant appel ou toute autre chose autour. Alors si je comprends bien, Maître Eyoum, cette décision est appliquée sous le ministre Polycarpe Ababa. Une fois qu'il est ministre, c'est en ce moment-là que cette décision du GEX est appliquée. Une fois qu'il est ministre, il y a les deux. Il y a le ministre Meva Meboto, qui est encore là, qui reçoit la lettre de la BEAC, la lettre de la BEAC qui demande au ministère des Finances de confirmer, ça fait pas partie de la procédure, mais quand même ils ont demandé, normalement ils auraient dû reverser tout de suite, mais ils ont quand même demandé au ministre des Finances, puisque moi je leur sers mon commandement, parce que ce que les gens ne comprennent pas à ce niveau-là, quand il n'y a pas de procédure, que le ministre des Finances demande à la BEAC sur la base d'une décision du GEX ou d'autres choses, le ministre des Finances n'a pas besoin, quand il a de l'argent dans une banque, de passer par
un avocat quand il n'y a pas de contestation. Comprenez-nous. Or, dans cette procédure-là, Cette lettre-là arrive. ça fait partie de la procédure. Le procès verbal de saisie-attribution doit mentionner, puisque c'est moi qui poursuis. On a bien compris, maître. Doit mentionner, je leur dis donc, vous reversez entre mes mains. Oui. Et j'ai le pouvoir. Et la BEAC envoie une lettre au ministre des Finances pour demander confirmation. Pour demander confirmation. Et cette lettre arrive sous le ministre qui est partant. Et oui. M. Polika Baba trouve cette lettre sur sa table. Oui. Il doit donc régler ce problème. Il doit donc confirmer. Oui. Et ce qu'il fait, il confirme donc. Oui. C'est Polika Baba. Alors, la lettre arrive en disant il faut préciser, c'est eux, c'est la BEAC qui dit préciser dans cette lettre qu'il faut que votre mandataire recouvre et reçoive. Je ne sais pas pourquoi ils ont demandé... recouvre et reçoivent. Oui, reçoivent et recouvre. C'est un acte d'huissier qui reçoivent. Ils doivent s'exécuter. Ils disent on est prêt à s'exécuter, mais nous aimerions que vous confirmiez ceci. Et c'est confirmé que, bien sûr, l'avocat est mandaté et fait son travail. C'est confirmé par M. Polika Ababa. Ou Ngoulou. Non, c'était son ministre délégué au budget, Henri Ngoulou, qui était l'ancien secrétaire général. Oui, parce que Ababa, le ministre Ababa ministère des Finances. Et ne connaît pas le dossier en fait. Ministre délégué. D'accord, mais c'est sous lui que cela est confirmé. Mais en fait, c'est le ministre des Finances. Donc voilà pourquoi son nom apparaît comme étant votre... Oui, votre amant. Le protecteur et amant. Qu'on recherchait, oui. D'accord, c'est ce que je voulais comprendre jusque-là. Là, c'est bien compris. Et qu'est-ce qui se passe après? J'ai appris que j'avais des yeux qui font que quand je regardais M. Ababa, il me signait. Je l'ai regardé. Allez-y, regardez-moi, je vois s'il veut signer quelque chose. Regardez-moi, je vois s'il veut signer quelque chose. Donc, voilà et je vais vous dire qui a répandu cette nouvelle, c'est même pas une nouvelle, qui a répandu cette rumeur. C'est M. Amadou Ali en personne. Pardon? Qui le disait à toutes les personnes qui se rapprochaient de lui, même les autorités qui se rapprochaient de lui, pour comprendre ce qui se passe avec moi, pour comprendre pourquoi est-ce que il était tellement acharné à me voir en prison. Il leur disait... parce que je dis, mais j'écris à un garde des Sceaux, je suis avocat. Il a des questions qui se posent sur une affaire qui concerne l'État du Cameroun. Moi, je lui envoie des dossiers. Je demande à être reçu de manière tout à fait officielle. Il y a des services techniques dans ce ministère-là qui discutent de choses et d'autres et qui discutent de ces dossiers-là puisque je suis avocat de l'État. Et d'ailleurs, ça s'est fait au niveau de la présidence en 2008. Il faut que vous sachiez. Il faut que vous sachiez pourquoi il y a eu cet acharnement. Moi-même, je ne l'ai su qu'après, parce que il y a eu un véritable acharnement de M. Amadou Ali, qui, en 2007, et je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas ce qui se passait entre lui et le ministre Ababa, je ne savais pas du tout, mais en 2007, lorsque je le croise, parce que j'ai évoqué cela tout à l'heure, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout, lorsque je me rapproche de lui, parce que je me retrouve dans la commission qui préside... dans cette commission gouvernance, au moment du CIEPS, parce que nous, on a travaillé avec le professeur Oyono, on a travaillé pendant des semaines, on s'est donné, moi je quittais de Douala à Yaoundé, personne ne m'a jamais payé le carburant ni rien du tout, je pensais travailler pour mon pays, et la gouvernance est quelque chose, la bonne gouvernance est quelque chose qui nous concerne tous. Et on se disait, et on y a cru. On s'est dit, enfin, on va travailler, et puis avec tous les services. Donc, j'étais à cette réunion-là, et au moment après l'Assemblée générale solennelle, les commissions se sont créées, et je me suis retrouvée dans la commission présidée par le ministre Amadou Ali. Amadou Ali, oui. Et j'ai compris qu'il arrivait très tôt le matin à 7 h, parce qu'à chaque fois que je me rapprochais de lui pour lui dire, monsieur le garde des Sceaux, je suis maître Eyoum, que vous avez l'intention de faire arrêter. Je vous ai écrit plus d'une fois, je vous ai envoyé mes rapports, mes dossiers, juste pour que vous compreniez. J'ai demandé des rendez-vous, je n'ai jamais reçu de réponse. Alors je me présente à vous, est-ce que vous pouvez m'écouter au moins là? Parce que je ne comprends pas pourquoi je suis menacée d'arrestation. Ça fait des années que ça dure.
que toute la presse en parle. Parce qu'à un moment donné, à Douala, pour ceux qui ont vécu à Douala et partout dans le monde, toute la presse, c'était les prochaines personnalités de l'opération Épervier, Yves-Michel Fosso, Maître Lydiane Yeneyou, en une de D'accord. Et que vous répondait-il? On va voir ça. On va voir ça. À un moment, devant tout un parterre de gens qui... D'abord, j'avais été bloquée à l'entrée parce que le Premier ministre arrivait, alors que j'avais mon invitation du Premier ministère pour tous ceux qui ont travaillé dans ces commissions-là et qui devaient être présents. J'arrive, au moment de prendre mon badge, je suis bloquée. Je ne comprends pas. Et les gens me regardent de manière un peu bizarre. Apparemment, tout le monde se murmurait que mon arrestation en 2007 déjà était imminente. Et j'ai fait le rapprochement avec l'arrestation ensuite du ministre Ababa et du ministre Olanguena, donc quelque part, il semble que je devais faire partie de ce lot-là déjà à l'époque. Et donc, moi j'écris à tout le monde. J'écris au garde des Sceaux, copie, j'écris au ministre des Finances, j'écris à tout le monde. Et je lui dis, monsieur le garde des Sceaux, vous ne me recevez toujours pas, c'est regrettable parce que je suis avocat de l'État, vous avez des questions que vous vous posez forcément parce que sinon il n'y aurait pas toutes ces rumeurs et il n'y aurait pas toutes ces instructions. Je suis à votre disposition pour y répondre. Est-ce que vous pouvez m'accorder, même ne serait-ce qu'ici, quelques minutes? Il a traîné pendant 2 jours et le 3e jour, parce que j'insistais, j'arrivais aussitôt le matin que lui, avant même l'ouverture des salles. Comme il était là à 7 h, moi j'arrivais également à 7 h. Donc, bonjour monsieur le garde des Sceaux, bonjour maître, pour qu'il me remarque bien, parce que je me suis dit, il parle de mes yeux, est-ce qu'il m'a jamais rencontré, est-ce qu'il m'a jamais vu, puisque c'est ce qu'il disait à tout le monde. Oui, c'est ce qu'il disait à tout le monde. Et donc, à un moment donné, il se lève, il y a une pause. Devant le parterre, il me tapotait pratiquement à l'épaule, dans la grande salle, comme si on était des amis. Et les gens qui étaient là, qui s'attendaient à ce que je sois arrêtée, devaient se poser beaucoup de questions. C'est un comité, dans une petite salle, au moment où on fait la pause, qui se lève, donc à un moment, parce que tous les matins, je lui rappelais que... maître, ça on l'a compris, mais nous voulons comprendre ce qu'il vous dit, parce que tout le matin, oui. Il me dit, et ça c'est très important, et je pense que c'est le déclic, où c'était les motifs de mon arrestation. Il me dit, maître, venez, et il m'entraîne au fond de la salle, parce qu'il y avait d'autres membres de la commission, il m'entraîne un peu à l'écart, dans le fond de la salle. C'est un grand monsieur, hein, et moi, même avec les talons, je ne suis pas aussi grand. Et il vous dit quoi? Je vous écoute, maître. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Donc, je passe sur ce que j'ai à lui dire, parce que je lui explique le dossier, en lui disant, voilà, monsieur le garde des Sceaux. À un moment, il me dit, vous avez bien l'air sûr de vous. Je lui dis, oui, monsieur le garde des Sceaux. Je suis sûr de ce que je vous dis, je suis sûr de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas fait. Et puis après, il me tapote encore à l'épaule, comme si on était des amis. Et puis il me dit, mais moi, je n'ai rien contre vous. Je veux la tête d'Ababa. Je veux la tête de Ababa. Monsieur Amadou Ali vous dit, je veux la tête d'Ababa. Oui, je veux la tête d'Ababa. Et à ce moment-là, j'avoue que je perds un peu de mon flegme parce que je venais de lui exposer tout le dossier en quelques mots. Et puis finalement, je lui dis, mais je ne comprends pas, monsieur le garde des Sceaux. Je n'ai rien contre vous. Je veux la tête. Il vous le répète. Il me le répète. Je lui dis, mais vous me demandez à moi de vous donner la tête de monsieur Ababa? Vous êtes coupeuse de tête ou quoi? Non seulement je ne suis pas une criminelle, je n'ai aucune relation personnelle avec monsieur Ababa. Je ne l'ai jamais rencontré en dehors de la direction des impôts une fois à l'occasion de ce dossier RMA et au ministère des Finances. En dehors de cela, je ne l'ai jamais rencontré autre part. Alors, et puis à ce moment-là, j'avoue que je suis quand même choquée et je lui dis, vous connaissez mon deuxième papa? Parce que moi, mon deuxième papa, c'est M. Poulaïwa. Oui. Dans le temps, quand j'étais jeune, je vous ai vu
avec les Robin Belambapé, avec son épouse qui, semble-t-il, serait de chez moi, mais que je ne connais pas. Je ne suis pas une criminelle. Mon père et ma mère étaient instituteurs. Ils m'ont inculqué des valeurs. Des valeurs qui font que d'abord, je suis incapable de commettre l'infraction dont on m'accuse, détourner des fonds publics. J'ai été élevée dans un moule où il faut défendre les intérêts de l'État, parce que en défendant les intérêts de l'État, on défend les intérêts de tout le monde, les intérêts généraux. Et moi, grossièrement, je suis mandatée pour recouvrer une somme d'argent et je la détournerai. Ou alors, et je viendrai vous dire que je l'ai fait avec la complicité du ministre Abba Abba. Je dois vous donner sa tête, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis je suis allée plus loin et je dis, monsieur le garde des Sceaux, excusez-moi, vous me faites vivre l'enfer. Ça fait des années, on est en 2007. Toute cette rumeur-là, elle existe depuis 2006, depuis 2005, depuis 2005, puis 2006, et puis ça persiste, ça fait 3 années. Puis ça persiste. Et je lui dis, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est pour ma famille, pour mon mari? Je me suis mariée en 2006, mais elle existait déjà, je vivais déjà avec mon mari. Elle existait, vous vous rendez compte? Et je vais même jusqu'à lui dire, déjà avant cette histoire, j'étais célibataire. Monsieur Abba Abba était un homme convoité par de jeunes femmes, parce qu'il était à un poste certainement intéressant ou je sais pas trop quoi. Mais juste pour lui dire, vous savez, si j'avais une relation personnelle avec monsieur Abba Abba, je vous le dirais. Je ne l'aurais pas caché. Mais je n'en ai pas. Et même si j'avais une relation personnelle avec monsieur Abba Abba, je ne sais pas comment je ferais pour vous donner sa tête. Parce que je ne suis pas une criminelle. D'accord, et que vous répond-il? Il me regarde et il me dit, encore une fois, c'est à ce moment-là qu'il s'en va, en fait. En vous disant quoi? En me regardant simplement, en me disant... sans psalmodie, sans rien, il dit quoi? Il fait quoi? Il m'a tapoté sur l'épaule et il m'a dit, vous avez... Il m'a répété cette histoire de vous avez l'air très sûr de vous. Et moi, je continue de lui dire oui, je suis sûre de moi. Mais par la suite, j'ai appris que dès qu'il s'est retrouvé avec ses collaborateurs et même des journalistes, il leur a dit, elle m'a défiée. Elle m'a défiée. Elle m'a défiée. Je l'ai défiée parce que j'ai refusé, d'après lui, de lui donner la tête de Abba Abba. Et à partir de ce moment-là... L'enfer. Oui, l'enfer, ça s'est accéléré. Je n'ai pas été arrêtée en 2007, alors que c'était... Ni en 2008, j'étais au Cameroun début 2008, on parlait de vous. Oui, en 2008. Mais je m'intéresse jamais aux choses du Cameroun quand j'arrive. Non, mais en 2008, alors que je rentrais en France avec mon mari, comme on le faisait périodiquement, en mai 2008, ils me retiennent mon passeport. Je ne peux plus sortir. À ce moment-là, on me montre un message porté qui vient du ministère de la Justice, qui demande au commissaire de l'aéroport de ne pas me laisser partir. Alors que toutes les formalités étaient faites et que j'avais une mission d'ailleurs. J'étais partie de Yaoundé 2 jours auparavant, où j'avais été en réunion pour un autre dossier dont je me suis occupée en arbitrage international, commercial international à Paris, un dossier Wimmer, et j'étais en réunion au ministère des Mines et de l'eau, parce qu'il s'agissait des questions de barrage d'eau, et la société allemande menaçait, avait saisi le tribunal arbitral pour obtenir que le Cameroun lui paye presque 3 milliards. Je sors de cette réunion en leur disant, écoutez,
il y a à cette réunion M. Kwamtekam, directeur des affaires civiles et du sceau, parce que j'avais remarqué également que tous les dossiers concernant l'État, à partir d'un certain moment, le ministère de la Justice constituait un comité de suivi de ces affaires, comme si les avocats seuls ne pouvaient pas, avec juste les responsables juridiques, suivre les dossiers. Donc j'annonce à cette réunion que je pars en voyage et que je ne peux pas être là pour la prochaine réunion. Voilà. Et je reçois, et immédiatement, la réponse est là, et j'écris à tout le monde, j'envoie un huissier, mon mari fait descendre nos bagages par Air France, j'envoie un huissier le lendemain pour qu'on me dise pourquoi mon passeport a été retiré, personne ne répond plus à l'huissier, j'écris au directeur de la police judiciaire à Yaoundé, parce qu'on me dit, ah, c'est l'ordre est venu de Yaoundé, il me répond, lui, il me répond, ah, par écrit. Il me répond que les instructions doivent être venues du procureur général de Douala. Je vais voir le procureur. Personne ne sait en fait d'où venait l'instruction. Là nous sommes en 2007. On est en 2008. En 2008. Oui. En mai 2008, pardon, j'ai oublié parce que je sais que j'étais passé par Douala en 2008. Et quand je vais faire les obsèques de ma feu épouse, je passe par cet aéroport et j'apprends cette affaire, mais bon. Et donc de 2008 à 2010, où je suis arrêtée, oui. Je suis prisonnière dans mon propre pays. Vous ne pouvez plus sortir du Cameroun. Je ne peux plus sortir. Personne ne vous répond pour votre passeport. Personne ne me répond. Je vais jusqu'à la DGSE. Je rencontre monsieur Edou, c'est lui qui était directeur. Il me dit, écoutez maître, ça se gère. Au-dessus de moi. En haut. Bien. Et le lendemain, moi je le rencontre le jeudi. Le vendredi, avec ma famille, on sera en week-end à Kribi. Et qui m'appelle le samedi matin très tôt, à 6 h? Maître Mbiam Emmanuel. Ah, le fameux Maître Mbiam. Il revient. Il revient et me il vous dit quoi? Parce que moi-même, je lui dis, Emmanuel, tu sais, je ne veux plus te parler. Hein, parce que tu es la source, chaque fois que je te parle ou que je fais quelque chose, pour toi, il m'arrive toujours malheur. Je t'ai interdit de m'appeler. Non, 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 Lydienne, cette affaire, finalement, je veux trouver, il faut qu'on trouve une solution. D'ailleurs, tu as rencontré Edou hier, non? Je dis, comment tu le sais? Il me dit, mais tu te souviens pas quand on était au cabinet? Bien, mais moi, on a effectué notre stage. On avait le même parrain de stage, Bernard Mouna, le bâtonnier Bernard Mouna. Il me dit, non, non, tu sais que c'est mon cousin. Je lui dis, oui, et alors? Il me dit, il faut que tu montes à Yaoundé, parce qu'il faut qu'on négocie dans ce dossier. J'ai mandat pour négocier pour le compte de la Société Générale. Là, à ce moment-là, il me dit, pour qu'on arrive à un compromis. Je lui dis, je ne veux pas te voir. Je ne veux plus te voir. Et mon mari me dit, s'il le dit, comment il sait d'abord que tu as été voir le DGSN? Vas-y, pars avec le chauffeur, va à Yaoundé, va le rencontrer. Je vais à Yaoundé et je me retrouve chez Emmanuel Mbiam, mon confrère, par qui tous mes malheurs arrivent toujours. Mais j'accepte de lui parler et on reste dans un bureau et on discute du protocole d'accord cette fois. Il me dit, écoute Lydienne, il s'est passé beaucoup de choses, mais je suis prêt, la Société Générale est prête à signer un nouveau protocole d'accord qui fera que toutes les poursuites seront arrêtées, engagées contre et tout ça. Et on met tous ces termes-là dans le protocole d'accord. Donc j'accepte de... Mais on choisit quand même, je lui dis, moi je n'accepte pas le terme selon lequel vous n'êtes pas créancier. Moi, je ne peux pas le dire, je ne peux pas me dédire. L'État est créancière de cette somme-là. Donc si vous voulez qu'on utilise des mots qui ne fâchent pas, puisque c'est un compromis, on peut très bien le faire. On va parler de litige et que les parties ont convenu que si le ministre accepte de le signer. Lui et moi, on prépare un protocole d'accord. Mais quand il l'envoie En fait, il travaille déjà avec la présidence, et moi je l'ignore. Et quand il envoie copie
parce que nous ne l'avons pas signé, c'était un projet qu'il fallait présenter au ministre Essimi Meigné. Quand il l'envoie à Essimi Meigné, je suis convoquée par le ministre à Yaoundé. Il me dit, c'est vous qui avez convenu de ceci là, que, alors qu'il y a cette procédure à Abidjan, qu'est-ce que c'est que ce protocole d'accord? Et je me rends compte que Mbiam a modifié les termes du protocole d'accord, du projet que lui et moi on avait. Je lui dis non, c'est pas du tout le protocole que j'ai conçu avec lui. Le projet que j'ai conçu avec lui. Mais celui-là vient déjà de la présidence de la République. Et le ministre Essimi me dit, ah non, moi je ne signe pas ce protocole-là. Parce qu'il n'est pas question qu'une banque qui s'est comportée comme cette banque-là, que moi j'accepte d'abandonner cet argent-là et que j'admette le fait que l'État n'est pas créancière de cette somme-là. Il a refusé de signer ce protocole-là. Et je pense que même ces problèmes à lui ont peut-être commencé à partir de ce moment-là. Parce que ça, la personne qui me le dit, pendant le procès en 2014, lorsque je saisis le parquet général, le procureur général sur la base de l'article 18 du Code de procédure pénale qui parle de restitution du corps du délit, mais qui parle aussi de transaction, je leur dis, moi je n'ai aucun corps de délit à restituer parce que je n'ai commis aucun délit. En revanche, je vous propose une transaction parce que j'ai des honoraires très anciens au niveau du ministère des Finances, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'une affaire se termine entre un avocat et son client, il y a ce qu'on appelle dans notre texte de loi la balance des comptes. Parce que l'avocat peut retenir des sommes appartenant à un client avec son accord, bien sûr. Et à la fin, ils font une balance des comptes et ils voient qui est débiteur, quelle est la partie débitrice, quelle est la partie... Je leur dis, si vous considérez, si vous persistez à considérer que ce milliard-là, qui n'a pas seulement servi à Maître Eyoum, qui a servi à payer des auxiliaires de justice, des huissiers, des avocats, des intervenants, parce que c'est un dossier où il faut mettre quelqu'un pour aller faire des recherches à tel endroit, pour aller faire des recherches à tel endroit. C'est un dossier. Si vous considérez que c'est une créance, faisons, asseyons-nous, faisons la balance des comptes. Et ce n'est qu'après la balance des comptes que vous pouvez estimer sur une base tout à fait professionnelle que tel ou tel est créancier ou débiteur. Et dans ces conditions, si je suis débitrice de l'État, eh ben, ça ressortira, puisque je réclame des honoraires, je veux bien qu'on procède à une compensation. Vous savez ce que M. Soga... M. Soga, qui est-il? C'est un nouveau nom, ça. M. Soga est procureur général du TCS, du tribunal criminel spécial, sur la base de la requête que je lui adresse, et comme toujours avec copie, je demande la transaction, il envoie un ordre d'extraction en cours de procès. Je suis reçue dans son cabinet avec son adjoint, son premier substitut d'ailleurs, qui requérera plus tard 25 ans d'emprisonnement à vie contre moi. Mais il était là. Il a entendu son patron, M. Soga, me dire, en m'appelant même Lydienne, me dire, mais Lydienne, on sait tous que tu es innocente dans cette affaire. Mais je ne sais pas ce que Maître Mbiam a fait avec le ministre Ali. C'est lui qui l'a convaincu de toutes ces choses. Et moi, je ne faisais que faire des rapports. Et puis ici, nous, on n'accepte pas les transactions. Alors que je leur démontre que la loi, le même texte, permet la transaction. Et que, non seulement il permet la transaction, la loi sur la profession d'avocat doit également être appliquée. D'autant plus que j'ai été poursuivie sans que jamais ils aient saisi le conseil de l'ordre ou le bâtonnier. Parce que dans une affaire aussi professionnelle,
la loi veut que on saisisse quand même le bâtonnier, qui donne un avis, ou que le Conseil de l'ordre donne un avis sur les actes posés par un avocat. Rien de tout ça n'a jamais été fait. Dans la procédure, il y avait déjà eu vice de procédure. Depuis le départ. Depuis le départ. Dès le départ. Et il me dit, dans son cabinet, monsieur le procureur tout-puissant général du TCS me dit, nous ici, on n'accepte que la restitution du corps du délit. Et moi, je lui dis, et l'autre fait semblant de faire un procès verbal. J'ai jamais vu ce procès verbal. Alors que j'ai écrit et que j'ai été extraite de la prison spécialement avec des gardes. Hein, et je vous dis pas comment est-ce que j'étais escortée. Hein. Vous étiez devenue Ben Laden, quoi. Ah, mais j'étais Ben Laden. Chaque fois que j'allais au tribunal, j'arrivais avec des sirènes. C'est tout Yaoundé les étages, ça faisait des sirènes, des voitures, des gendarmes, des policiers armés. C'est comme ça que j'arrivais au tribunal. Et Maître Youm, Monsieur Soga me dit, c'est très important. Oui. Nous ici, on ne parle que de corps du délit. Et moi, je lui réponds, n'ayant commis aucun délit, je ne vois pas quel est le corps du délit que je vais vous restituer. Et c'est comme ça qu'on se sépare. Et quand le procès commence, parce que ça aussi je dois le dire, parce que le bâtonnier Yondo l'a évoqué, mais ce sont des faits réels. Quand le procès commence et que nous sommes convoqués pour signer la notification, le début du procès, dans le cabinet même du président du tribunal de TCS, M. Yap Abdou, là aussi, après les formalités remplies, là aussi, lui aussi me dit ah mais tu sais très bien que on sait très bien que tu es innocente, puisque de toute façon la réunion qui a eu lieu à la présidence, quand il était adjoint de M. Jean Fouman, oui, conseiller, la réunion technique qui a eu lieu, à laquelle mes avocats au Cameroun à l'époque, ceux qui s'occupaient de moi, ils étaient 4. Il y avait le bâtonnier Ebanga, le bâtonnier Yondo Black, Maître Monguedine et Maître Kwangwa. Les 4 qui étaient reçus à cette réunion technique sont sortis de là satisfaits, toutes les parties satisfaites. Ah, finalement, on a été mal informés. Donc pour nous, alors que j'avais déjà interdiction de sortir du Cameroun, que les enquêtes je me suis dit, mais ok, l'affaire est terminée alors. Et moi, j'ai jamais eu peur d'être poursuivie, hein, parce que je savais, je n'ai jamais imaginé, peut-être pas à cause de ma déformation professionnelle, je n'ai jamais imaginé que cette affaire me mènerait en enfer, dans l'affaire de Kondengi. Là, nous sommes là en fin 2008, début 2009, je crois. Oui. Bien. Fin 2009, par miracle, parce que je dis bien miracle, quelqu'un m'apporte ce que j'ai appelé une lettre de cachet du président de la République. Quelqu'un vous apporte une lettre du président de la République. C'est quelqu'un, vous pouvez le nommer ou pas? Non, je ne peux pas nommer cette personne. Ok. Et la lettre dit quoi? Est-ce qu'on peut le savoir? Elle est signée du garde du secrétaire général, Laurent Esso, cette fois. Secrétaire général de la présidence de la République. De la présidence de la République, qui dit que sur ordre du président de la République, il répond au ministre de la Justice, Amadou Ali. Donc on comprend que le ministre de la Justice a saisi le président pour demander l'autorisation de m'arrêter et de me mettre en détention avec mes complices. D'accord. Et la lettre de M. Laurent Esso dit quoi? Elle est signée sur ordre du président de la République. Sur ordre du président de la République. Je vous notifie que vous êtes autorisé à mettre en arrestation et en détention provisoire. Donc vous comprenez que même sans être juriste, et dans les circonstances de cette affaire au Cameroun et de l'opération Épervier, et en fait je pense que c'est par cette lettre, quand elle est rendue publique, que les gens comprennent
comment ce système est vicié à la base, au départ. La lettre vous dit, elle dit, arrêtez et mettez en détention. Arrêtez et mettez en détention. Entre l'arrestation, avant l'arrestation, il se passait arrêtez et mettez en détention. Il n'y a pas de mandat d'arrestation. Je suis arrêté sans mandat. Il n'y a pas d'instruction en fait à ce moment-là parce que le juge d'instruction, M. Ndonou, un camarade de classe, il me supplie même. Il me dit, il me montre ça. Après le passage chez monsieur le procureur de la République, il s'appelle un autre promotionnaire, qui dit, moi je ne connais rien de cette affaire. Ah bon, vous savez pas pourquoi toute une armée est venue m'arrêter un vendredi je suis en train d'y aller, maître, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en 2009, vous recevez cette lettre de Laurent, fin 2009, je dis bien, oui, de M. Laurent Esso, qui, sous haute instruction du chef de l'État, vous pouvez arrêter telle personne. Et quelques jours après, nous sommes le 8 janvier, vendredi. Oui, mais moi, comme je reçois cela, elle a signé un 29 décembre. Voilà, et 10 jours, 9 jours après, vous êtes arrêté. Oui, mais qu'est-ce que je fais, moi? Mon mari et mon fils rentrent en France. Oui. Parce que l'école, tout ça doit commencer, les vacances de Noël se terminent. Oui. Dès qu'ils partent le 2, ils prennent l'avion. Moi, ils prennent l'avion. Moi, je prends la voiture pour Yaoundé. Oui. Parce que je proteste toujours. Je dis, mais c'est pas possible. Avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les informations que j'ai données, avec tout ce qui a été, tous les justificatifs que j'ai donnés, il y a encore un ordre comme celui-là pour m'arrêter et me mettre en détention. Je monte à Yaoundé et cette fois, je ne vais pas à l'hôtel, je vais chez mon oncle. Je vais chez mon oncle. Au quartier Hippodrome. Au quartier Hippodrome, où j'ai grandi, ma chambre de jeune fille est toujours libre pour moi à tout moment, quand je veux. J'y vais avec toutes mes affaires, avec mon ordinateur, avec mon photocopieur, avec mon scan, avec bref, tout vous prenez tout ce qui peut être important pour vous. Je prends tout ce qui peut être important pour moi. J'y vais et toute la nuit, avec lui-même, avec mes cousins, avec mon amie Esther Betaïné, on se dit, mais il y a urgence, il faut écrire au président. Donc j'écris au président de la République. Pour que dès le lendemain matin, on essaie. Moi-même, je m'en vais déposer à la guérite, à la présidence, avec mon chauffeur, pour être sûr qu'elle est enregistrée. Je trouve une autre relation qu'il a introduit au bureau du directeur du cabinet civil, un autre qu'il a introduit au secrétariat général. Bref, vous faites toutes ces procédures-là et je fais toutes malgré ces tout cela, le 8, parlez-moi de la journée du vendredi. Le vendredi 8, je fais toutes ces procédures-là. Les lettres sont parties tôt le matin. Oui. Et le vendredi 8, c'est d'abord l'hôtel Hilton qui m'appelle. Maître, est-ce qu'on vous attend toujours? Moi, je n'avais pas réservé à l'hôtel. Je lui dis non, pas cette fois. Non, je ne descends pas à l'hôtel cette fois. Pourquoi? Il dit non, mais on a cru que vous aviez fait une réservation. J'avais l'habitude parfois de descendre le Hilton. Donc, mais ça ne me met pas la puce à l'oreille. C'est vers 11h ou 9h que le bâtonnier Ebanga m'appelle. Il me dit Ngoulou a été arrêté à 5h du matin. Ngoulou, qui est-il? Ngoulou, ministre délégué au budget. Au budget, donc, cette personne qui avait donné sa confirmation pour ces 2 milliards qu'on devait verser. Oui, et qui avait autorisé, et qui avait, après calcul fait, après évaluation des choses, il a dit, vous virez la moitié. D'ailleurs, en disant, virez la moitié de la somme, il savait très bien que l'État récupérait plus de 18 millions sur ce qui nous revenait, à moi et aux autres. Dans les impôts, c'est ça? Non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui calcule. Okay. Il a vu que c'était à peu près la moitié de la somme, mais que ça profitait plutôt à l'État. À l'État, d'accord. Voilà, il a dit, virez telle somme. En attendant qu'on se mette d'accord. Vous avez la lettre. J'ai tellement envie de vous couper car Monsieur Ebanga vous appelle, Maître Ebanga, on l'appelle comme ça. On a arrêté Ngoulou ce matin. Le ministre Ngoulou a été arrêté, donc il se peut que tu suives. Je dis, mais je suis à Yaoundé là.
Mais je ne savais pas que... Vous étiez sur écoute déjà depuis longtemps, vous ne saviez pas, vous ne l'imaginez pas. Parfois je l'imaginais, mais je n'avais rien à cacher, à vrai dire. On dit toujours à tout le monde que tout le monde est sur écoute au Cameroun, mais moi j'avais rien à cacher. Et ensuite, quelques temps après, c'est mon chauffeur. En fait, il réalise que tout le quartier hippodrome est encerclé, est bouclé, que les voitures ne passent plus. Et puis qu'il y a des gens, le GSO, la police, oui, avec des fusils qui sont partout. Et moi, je suis dans ma dépendance parce que comme j'ai travaillé toute la nuit, en fait, je me préparais, j'essayais de ranger mes affaires parce qu'on n'a pas dormi pour envoyer les dernières lettres au président de la République. Et il pénètre. Le chauffeur pénètre. Non, le chauffeur est dans la concession de mon oncle, qui sort d'une évacuation sanitaire où il a fait un AVC. Donc il est assis sur sa terrasse. Un monsieur arrive, c'est le commissaire divisionnaire Enyege, semble-t-il. Oui, pas semble-t-il, puisque c'est lui qui après m'accompagne, qui demande à me voir. Mon oncle, comme il sort, parce qu'il sent bien, on le prévient qu'il y a des choses pas normales. Des gens se sont positionnés, même à l'intérieur de la concession, devant toutes les portes et devant toutes les fenêtres. Et moi-même, quand je regarde à travers la fenêtre, je vois... je suis à l'intérieur et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, mon oncle vient frapper à ma porte. Ma fille, il semble que le procureur de la République veut te voir. Je dis, mais le procureur de la République, monsieur Ntamak, fils, qui est un promotionnaire, qui a travaillé à Douala, qui connaît même mon numéro de portable, pourrait m'appeler s'il veut me voir. Et je me rendrai à son bureau. Et là, il est suivi immédiatement par le commissaire divisionnaire, parce que moi j'en trouve la porte, parce que je ne suis pas encore habillée. Alors je dis, bon ben laissez-moi le temps de prendre une douche et de m'habiller. Mais c'est sur la base de quoi? Oh non, il nous a juste envoyé vous chercher. Et donc je m'habille rapidement, je passe sur le reste. C'est très rocambolesque parce que les employés de la maison de mon oncle, il y en a qui se sont... Oui, on comprend. Voilà. Dessus. Oui, parce que ils se retrouvent dans toutes les parties de la maison avec des gens armés qui l'heure intime de ce soir, qui les immobilisent partout là où ils sont. Et donc, quand j'ouvre la porte, je téléphone à mon amie maître Esther Gisèle Betaïne, ma soeur, qui était avec moi à partir de ce jour-là à Côte-Ningui, qui venait tous les jours. Tous les jours. Vous l'informez qu'on vous amène. Je lui ai dit, il faut que tu viennes rapidement parce qu'il se passe quelque chose. Donc, comme elle n'était pas très loin, elle arrive, elle-même a failli se faire... dès que les gens, ils ont entendu bonjour maître, ils ont cru que c'était moi. Elle dit non, c'est pas... Donc, le temps qu'elle rentre, eh ben, ils sont rentrés avec elle. Dans la dépendance. Oui, dans la dépendance. Et heureusement que j'étais presque habillée, j'avais pas fini, mais j'étais presque habillée. Et puis j'étais en train de ranger mes dossiers et tout ça. Mais ça fait des heures, on est arrivé ici depuis 11 heures, il est 13 heures, vous nous avez fait attendre et tout. Et maintenant ils ouvrent partout. C'est à peine si j'ai le temps de prendre ma veste et mon sac à main. Et donc je le prends, je sors, je veux me diriger vers ma voiture. Non, vous nous suivez. Non, je le suis. On sort de la concession qui est en face du ministère de l'Information. Oui. Et des voitures sont garées dans la rue, 2 gros camions du GSO, puis d'autres voitures avec... et puis, monter. Moi, je le suis en pensant qu'il m'invite à monter dans sa voiture. Il s'arrête derrière le camion. Monter. Monter. Je suis aussi haute que, que ce camion GSO bleu. Je dis, mais
Monsieur le commissaire, montez. J'ai un tailleur, pantalon comme d'habitude. J'ai des talons comme d'habitude. J'ai mon sac à main comme d'habitude. Je lui dis, mais je ne peux pas monter. Alors il y a un des membres du GSO, parce qu'ils étaient tous descendus de voiture, qui me dit, je peux vous aider. Donc il me porte et qui me pose sur le camion. Et ils montent tous. Donc je suis seule dans ce camion. Je suis serrée entre ces hommes armés. Et puis l'autre camion plein aussi suit. Et les autres voitures suivent. Et lui-même, le commissaire, je crois qu'il est devant. En fait, c'est comme dans un film. Hein. C'est comme dans un film. Et il s'ébranle. On vous amène où? Et je, connaissant le centre-ville quand même, parfaitement, je me rends compte qu'on n'est pas en train d'aller au tribunal, où se trouve le procureur. Vers l'ancienne présidence, là, c'est là. Qu'on est plutôt en train d'aller... vers le lac ou bien où ça? À la PJ. À la PJ à Elix-Sono? À Elix-Sono. Et avec les gyrophares, toutes les voitures s'arrêtent. Un peu comme quand les autorités... ou le grand bandit. Je sais pas trop, je sais même pas si ça se fait là-bas avec les grands bandits. Détails. Là, on vous amène à la PJ. On m'amène à la PJ. Et là, on me laisse dans un bureau. Et il y avait déjà plein de monde. Et je me rends compte qu'il y avait le ministre Ngoulou à côté, dans un bureau, avec la regrettée Madame Catherine Abena, qui était arrêtée aussi, qui était dans un bureau. Moi, je suis dans un autre bureau. Et j'attends. Il ne se passe rien. Sauf que comme je réclame le respect du code de procédure pénale, pour tout le monde, qu'on donne à manger aux gens, qu'on donne... D'abord, je ne sais pas que je suis en garde à vue. Donc, on ne vous l'a pas signifié? Non, pas tout de suite. C'est vers les 19h qu'on me signifie, qu'on me dit que le directeur demande à me voir et qu'on me signifie une garde à vue. Je mets d'ailleurs que je mets des réserves. Mais bon, mes réserves ne servent à rien, apparemment. Je suis en garde à vue. Le vendredi 8, le samedi 9, le dimanche 10, le lundi 11 passe, et c'est vers 22h, 23h. Déjà les délais de garde à vue même sont dépassés depuis longtemps. Largement. Mais je ne suis pas entendue, hein. Il y a plus, on ne m'entend pas, il n'y a pas d'interrogatoire, il n'y a rien. Il faut juste être là. Et c'est lundi là, à 22h? Et à 22h ou 23h, de nouveau, j'ai eu le temps de prévenir mon mari qui est à Paris pour lui dire rentre rapidement. J'ai eu le temps d'appeler mes avocats à Douala, le temps qu'ils montent à Yaoundé, pour leur dire mais c'est la garde à vue là. Et donc eux, c'est même un client à moi, directeur d'une banque, que je remercie s'il m'écoute, d'une banque cliente, qui donne sa voiture à mes avocats en disant notre avocat a une difficulté à Yaoundé. D'accord, le lundi à 22h, il se passe quoi? Il se passe qu'on vient me chercher. Entre-temps, l'huissier Balema a été arrêté à Douala, ramené à Yaoundé aussi. Et avec le ministre Ngoulou, on nous remet dans... Le minibus qu'on appelle sans payer au Cameroun, tout ça? Oui, quelque chose comme ça. J'avoue que je ne me souviens pas de la couleur. Et on monte là-dedans, mais c'est viagé. Je pense en réalité que c'est déjà les voitures de la prison, en fait. Et donc, mais sur le coup, je ne fais pas attention à ça. Et on nous emmène dans le bureau du procureur de la République, monsieur Tamak Fils. Que vous connaissez, votre ancien promotionnaire. Ah oui. Et mes avocats sont là. Tout le monde est là. Et ils disent que tout le monde ne peut pas rentrer, pardon, mais que seuls ceux qui sont venus de Douala peuvent rentrer dans son bureau. On nous installe, on est surveillé, les voitures il y a toute une escorte, comme au départ par contre. Il n'y a pas de camion, mais l'escorte est toujours là, aussi nombreuse, aussi armée. Et on attend.
Et le procureur de la République n'arrive que vers les minuit et demi. Je m'excuse, on était en réunion au ministère de la Justice. Ok, d'accord. Alors, pourquoi on est là? Et c'est moi qui prends la parole en premier. Je dis, monsieur le procureur, depuis vendredi, vous auriez envoyé me chercher. Et les choses se sont passées comme elles se sont passées. Comment est-ce possible? Il me dit, mais vous avez même eu de la chance. Parce que la première opération épervier, c'était encore plus violent que ça. Pardon? Oui. Il m'a dit, les premiers arrêtés. Oui, il me dit ça. Je confirme. Il me dit ça. Il me dit, les premiers, c'était encore plus violent que ça. Et je lui dis, maintenant, dites-moi ce qui se passe. Oui. Et je lui fais un discours, en réalité, que je ne peux pas vous rappeler, parce que je lui rappelle les principes, je lui dis tout ce qui me sort de la tête. Et puis, le bâtonnier Yondo Black enchaîne, et puis l'autre enchaîne. Et puis, c'était dur. Et que vous répond-il, le pauvre? J'ai envie de dire le pauvre. Oui. Parce que en réalité, à ce moment-là, oui, vous pouviez dire le pauvre. Parce qu'il n'est plus capable de soutenir mon regard, ni le regard de personne. Il se contente de dire, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. C'est ce que le procureur général, M. Tamac, vous répond. Qui m'envoie arrêter? C'est ce qu'il me répond. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Ça doit être quelque chose qui concerne mon collègue Adouala. Bon alors, pourquoi est-ce que... Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Mais comme il est tard... Je vous arrête quand même. Mais comme il est tard, je vous fais diriger de l'autre côté du bâtiment chez le juge d'instruction. J'étais perdue, moi, parce que les procédures que je connaissais, que j'avais apprises, ça n'avait plus rien à voir. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Donc, je ne sais plus à quoi je dois m'attendre. On nous dirige, on remonte dans la voiture, toujours l'escorte pour traverser la cour. Hein. Oui. Et à partir du moment où je rentre dans le portail du palais de justice, mon mari qui suivait, ma belle-tante, ma tante, ceux qui ont pu arriver, ils ne peuvent plus me voir. On est reçu par, je passe sur d'autres détails, je me retrouve devant le juge d'instruction, qui vous dit quoi? Bonsoir maître, il ne me regarde pas. Il me tend une feuille de papier. Oui. À côté de lui est assis le substitut du procureur numéro 1. Et puis, je regarde. C'est un mandat de détention. Pardon. Signé à la date du... C'est pour ça que je suis officiellement arrêtée le 11. Tout est déjà signé. Oh, tout était déjà fait. Il ne faut plus que ma signature. Moi, je regarde bâtonnier Yondo. Parce que j'ai envie de dire... je lui dis, mais vous me demandez de signer ça? Oh, ma soeur. Vraiment. J'ai les mains liées. C'est ce qu'il vous... Le juge d'instruction vous dit. J'ai les mains liées. Monsieur Donou David. Donou David vous dit, j'ai les mains liées. Pardon. Signe ça, on verra lundi. Je dis... Puisqu'il m'a tutoyé, moi aussi je lui dis, mais... Ta soeur, moi, ta soeur, c'est comme ça que tu traites ta soeur. Déjà en tant que juge, tu as les mains liées. Le procureur est là, tu as les mains liées. Tu n'es pas capable de me dire pourquoi je suis là et pourquoi je dois aller en détention. Mais si, dès lundi, on verra ça, parce qu'il est très tard. Et je signe quand même. Avec réserve, comme toujours. Je dis, j'ai mis des réserves sur ce mandat qui ne correspond à rien. Et quand je sors de son bureau, la voiture de la prison est juste devant la porte, je n'ai qu'à rentrer dedans. Et je n'ai qu'à enlever mes bijoux, les mêmes. Hein. Je porte toujours les mêmes. J'enlève tout, je ne garde que ma montre. Et encore, j'ai pris des risques
Donc j'enlève le tout, je donne à mon ami vétérinaire ou à mon mari, je sais même plus à qui j'ai remis le sac. Parce qu'elle me dit qu'elle était bouleversée, elle ne s'en souvient même plus. Donc même mon sac à main, c'est à ce moment-là que je comprends que je suis en train d'aller en prison. Il est 2h du matin, il est même 2h du matin passé. Dans la voiture, il y a le ministre Ngoulou. Dans la voiture, il y a l'huissier Balerma. C'est comme ça qu'on arrive à la prison, qui était déjà informé, en tout cas chez les femmes, de l'arrivage, du nouvel arrivage. Parce qu'il y a des codes là-bas. Tel va descendre tel jour. Et j'étais la seule femme. Et la marche. Asseyez-vous là. Il y avait un casier, des casiers, c'était sombre, c'était sale, ça ressemblait à rien. Des gardiens qui, je ne sais pas s'ils buvaient ou s'ils jouaient à je ne sais pas quoi. Comme je suis la seule femme, j'ai le privilège de m'asseoir sur un casier de bière vide. Et puis le temps que ma famille m'apporte un matelas ou quelque chose comme ça, parce que même pour suivre, et c'est comme ça que je me retrouve à 3h du matin, je crois. À la prison de Kondengui, le 11 janvier, le 12 janvier au petit matin. En réalité, oui. Le 12 janvier 2010. Oui, et où, quand cette porte-là, on peut pas, elle est indescriptible. Les hommes, certains chefs de quartier sont venus les accueillir pour les mettre un peu en confiance. En confiance. Moi, je suis qu'avec les gardiens qui m'ont fouillé partout. Une gardienne qui a même retenu la ceinture, parce que dans la valise, j'étais partie avec la ceinture de mon mari, qui a même retenu la ceinture de mon mari, qui a pris de l'argent que j'avais dans mon sac, qui m'a fouillé comme... et puis quand cette porte-là, la longue route, la longue marche, c'est pas comme Nelson Mandela qui parlait de la longue marche vers la liberté. Moi, c'était la longue marche vers l'enfer. Maman, viens voir, ça me dépasse. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.